On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, un seul invité, le médecin et coroner André Dandavino. Il est en fonction comme coroner depuis plus de 27 ans maintenant. À chaque année, c'est une centaine de dossiers qu'il doit traiter. Certains, évidemment, font la manchette parce que parfois les décès sont non pas spectaculaires, mais retiennent beaucoup l'attention dans des cas problématiques. Et évidemment, ce qui nous intéresse, nous, c'est les recommandations, à savoir si elles sont ou non appliquées. Bref, il y a deux cas récents qui ont été rendus publics. Il y en aura un, évidemment, prochainement, qui, lui, ne l'est pas encore. C'est le décès du pilote de Montgolfière, Maxime Trépanier. Il manque encore un document, celui du BST, Transport Canada. Mais au-delà de ça, donc d'autres cas qu'on va discuter et revenir un peu sur certains dossiers importants que le coroner Dandavino a traités au cours de ces 27 dernières années. Vous l'avez peut-être vu récemment, notamment dans le Canada français, dans les dernières éditions, certains cas de coroner qui ont été rendus publics, notamment ce qui nous intéresse, c'est surtout les recommandations dans ces décès qui sont investigués. On reçoit cette fois le docteur André Dandavino, qui est médecin et coroner ici dans la région. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Coroner depuis quelques années. Malheureusement, je ne compte plus. Vous ne les comptez plus? Ma femme ne les compte plus. Non, j'y présume. C'est quand même une partie du travail, parce que vous êtes médecin à temps plein. Coroner est un travail également qui demande beaucoup d'heures dans une année. Là. Oui, c'est un surplus. Moi, ici, dans la région de Saint-Jean, on a à peu près 100 cas par année. Là. Bon. Juste avant de commencer l'entrevue, vous m'avez donné des chiffres. Je vais quand même les répéter parce que dans l'imaginaire, c'est important. Vous dites au Québec, donc, 60 000 décès par année. Ouais. De ces 60 000 décès, il y en a 4 400 qui sont investigués par des coroners comme vous. Et vous, juste vous seul, c'est une centaine de cas par année pour le territoire. Dans la région ici, oui. On s'entend que sur les 100 cas par année, ce ne sont pas tous des cas qui font nécessairement les manchettes. C'est souvent des cas très particuliers, là où on fait des entrevues où les recommandations sont un peu plus publiques. Et vous dites donc, de ce nombre, un tiers des décès investigués sont de causes naturelles et le 2 tiers de causes violentes. Donc, dans les cas d'accident, je présume, ou d'autres cas. Là, récemment, les 2 cas qui ont fait l'objet d'articles dans le Canada français, revenons sur ce cas de la mort d'un coup de chaleur dans une résidence pour personnes âgées. Peut-être juste nous retracer un peu les grandes lignes de ce cas en question. Oui, à tous les étés, il y a des problèmes des canicules, ce qui fait que les personnes âgées qui sont dans des endroits où il n'y a pas d'air climatisé, il y a une façon, chez les personnes âgées, on pense que l'air climatisé, c'est pas bon parce que ça va donner la grippe, là, ce qui est complètement vrai, la chaleur tue. Et souvent, vous avez des gens qui ont certains problèmes physiques, qui vont déjà avoir un peu de problèmes d'insuffisance rénale, qui vont mal se nourrir, mal s'hydrater. Alors, à ce moment-là, ces gens sont à risque. Il peut arriver, j'ai vu d'autres cas à l'extérieur de la ville de Saint-Jean, où la personne avait mis son air climatisé dans son appartement, mais le tuyau n'allait pas à l'extérieur pour faire évacuer la chaleur. Alors, la chaleur du climatiseur a fait que la chaleur était importante dans l'appartement aussi. Est-ce que les personnes âgées sont plus susceptibles d'avoir un coup de chaleur qu'une personne un peu plus jeune? Très susceptibles. Ah oui? À part que les petits-enfants, les personnes âgées sont à risque parce qu'ils sont déjà un peu déshydratés. Premièrement, ils font de l'insuffisance rénale, ils ont des problèmes cardiaques, ils prennent des médicaments, ils sont à risque beaucoup d'avoir des coups de chaleur. Bon. En même temps, quand on lit une histoire comme ça, on se dit, bon, bien, la recommandation simple, c'est d'installer des airs climatisés dans les résidences de personnes âgées, mais ce que j'en comprends, c'est que ce n'est pas tous les endroits qui sont munis de tels équipements. Non, évidemment, ce n'est pas tous les endroits qui le sont, mais le message, c'est que les gens apprennent réalisent qu'il y a un danger lors des coups de chaleur. Alors, ces gens-là qui ont des parents dans des résidences, bien là, c'est le temps de les amener au centre d'achat, pas le dimanche matin, là, mais de les amener dans le centre d'achat pour être capable de leur permettre d'avoir moins de souffrir de moins de chaleur. À quel moment on atteint le seuil de dangerosité par rapport à la chaleur? Bien, lorsqu'il y a une question d'humidité et de chaleur, lorsqu'on dépasse 30, 31, 32, là, c'est très chaud. Il faut comprendre aussi que dans les appartements où il n'y a pas de ventilation, ou ici, si vous êtes plein ouest avec 3, 4, 5 heures où le soleil tombe directement dans vos fenêtres et que votre appartement est mal ventilé, puis les portes sont fermées, c'est un four. C'est un four. Est-ce qu'on sait, sans avoir des statistiques très précises,
quelle est la proportion d'établissements qui ont ou qui n'ont pas d'air climatisé? Il n'y a pas beaucoup d'établissements. C'est parce qu'il y a les grands établissements qui sont maintenant équipés d'air climatisé, mais dans toutes les personnes, les résidences pour personnes âgées, avec quelques personnes, 5, 10, 12, souvent, il n'y a pas d'air climatisé. Souvent. Ouais. Bon. Ou même pas juste Ouais. les résidences pour personnes âgées. Si vous regardez les HLM qui sont plein ouest, c'est excessivement chaud là, dans ces appartements-là. Vous dites, bon, au-delà de l'installation d'un air climatisé, là, ce qui semble assez simple, mais est-ce que, bon, il y a des coûts, puis parfois, dans des bâtiments un peu plus vieux, ça peut être plus compliqué d'installation. Vous parlez de plan d'urgence en cas de canicule. Donc, qu'est-ce que les gens devraient faire ou qu'est-ce que ces établissements-là devraient faire quand on sait qu'on regarde la télé, Météo Média, il y a une prévision, puis là, on sait qu'on s'enligne vers une période de canicule? Il faut premièrement que quelqu'un s'occupe de voir si les gens sont bien. Ils sont dans leur appartement. S'ils sont dans l'appartement, il faut souvent les aider à sortir, les forcer souvent à aller à l'extérieur, à l'ombre. Il faut leur donner de l'eau à boire, il faut les hydrater beaucoup. Il faut s'assurer qu'ils ne sont pas couchés avec leurs chaussettes puis leur c'est effrayant. Souvent, les personnes âgées vont dormir avec leurs chaussettes puis avec un chandail. Il faut mettre un ventilateur. Un ventilateur, ça ne coûte pas excessivement cher. Il y a toutes sortes de choses que les gens autour peuvent faire pour aider les personnes âgées. Mais évidemment, de la surveillance. Ça prend surtout de la surveillance. Et souvent, lorsque vous avez des canicules, dans les journaux, la radio, on va dire aux gens, bien, écoutez, sortez dehors, allez dans un centre d'achat, allez au cinéma, buvez de l'eau. Mais surtout, s'assurer que la personne soit surveillée, pas la laisser toute seule dans sa chambre. Là. Bon, mais on sait, dans certains cas, il y a des gens qui vivent encore seuls ou dans des résidences qui vivent seuls dans leur appartement. Il n'y a pas toujours quelqu'un qui les surveille là, de minute en minute. Dans ce cas précis, est-ce que la personne, donc, est restée longtemps seule dans son appartement avant d'être découvert? Non, pas tout le monde. Mais écoutez, une question de quelques heures, mais quelques heures, lorsqu'on est déjà avec une maladie de base, c'est déjà beaucoup. Là. Donc, la recommandation, plan d'urgence, équipement approprié, surveillance. Surtout la surveillance, parce qu'il y a des choses simples. Un ventilateur, c'est simple. Apporter de l'eau, c'est simple. S'assurer que la personne soit bien là, qu'elle puisse sortir dehors, qu'elle puisse bouger. Au pire, aller, la famille, c'est le temps d'aller au restaurant, c'est le temps d'aller au centre d'achat. Mais quand on regarde un cas comme celui-ci, ce qu'on ne dit pas, dans le fond, c'est juste la règle du gros bon sens, là. Oui, mais la règle du gros bon sens, c'est pas toujours appliqué souvent. Bien, il faut dire que quand le coroner intervient, c'est toujours un drame. Là. C'est sûr que c'est parce qu'il y a eu une erreur dans le système. Je ne parle pas d'une erreur des gens autour, mais ça veut dire que le système n'a pas fonctionné. À chaque fois qu'un coroner est là, c'est quelque chose qui n'a pas marché, que ce soit un accident de la route, un accident CSST, que ce soit un accident sur une ferme, il y a eu erreur quelque part. Un autre cas, qui a fait l'objet d'un article dans le Canada français du 13 novembre dernier. On dit donc, vous souhaitez renforcer la sécurité. On parle du décès d'un piéton sur l'autoroute 35. En même temps, ce que je comprends dans ce cas-ci, c'est un piéton qui était en état d'ébriété. Oui. C'est bien ça? Oui. Bon. Comment peut-on empêcher quelqu'un dont les facultés sont affaiblies, qui part sur, comme on dit en anglais, sur un nowhere, puis comment on peut empêcher quelqu'un de se faire mal à lui-même quand il est dans un état comme celui-ci? Là? Je pense que ce que j'ai fait des recommandations, parce que des recommandations reviennent, dans le passé, j'avais déjà fait des recommandations dans le fait qu'actuellement, dans la société, on donne l'impression aux gens que pour t'amuser, tu bois, et si tu ne prends pas ton auto, tu es correct. Si vous regardez sur les sites de la Sûreté du Québec dans le temps des fêtes ou sur le site de la Société d'assurance automobile, on vous dit prenez Nez Rouge, que c'est fantastique, prenez aussi taxi zéro, whatever. Et si jamais vous sortez entre amis, payez toujours un conducteur désigné. Mais ça donne l'impression que tout est correct si on boit et si on peut, quelqu'un nous ramène chez nous. Mais dans le fond, boire, c'est pas nécessairement... ça peut être dangereux, même si on n'est pas en auto. Si vous prenez un taxi, vous sortez du mauvais côté de la rue, vous pouvez vous faire tuer. Après, le taxi, si vous laisse chez vous, vous traversez la rue, vous pouvez vous mettre à risque. Dans un bar, si vous prenez un peu de verre puis vous faites des gestes inappropriés, vous risquez de vous mettre à risque. Et moi, le message que j'essaie de rapporter, c'est que c'est pas parce que vous prenez un auto, prenez pas votre auto, que vous êtes en sécurité. Dans ce cas-là,
Les gens c'était des jeunes qui étaient dans un party, les gens de la maison ont confisqué les clés de tout le monde, ont empêché les gens de prendre leur auto. Ils ont même appelé la police parce que l'individu était parti. Ils ont essayé de faire quelque chose. Ça, c'est un cas. Mais en général, si vous regardez en tant que société, qu'est-ce qu'ils disent les gens? On va prendre un taxi, puis on va se bourrer la face. Ouais. Là. Mais c'est ça qui est dangereux. Dans un cas précédent, puis on s'était parlé là-dessus, vous aviez tapé sur le clou il y a une couple d'années pour un cas similaire où pour vous, même je pense que c'était une recommandation à l'égard de la SAC, c'est-à-dire orienter des publicités sur la responsabilité de consommer et non pas juste celle de dire bien, tu peux boire comme tu veux en autant que tu ne prends pas ton auto. Cette recommandation-là, ça allait dans ce sens-là. À ça aussi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un message de société. C'est dire au monde, tu peux te péter à la face comme tu veux, mais en autant que tu ne prends pas tes clés. Ouais. Puis deuxièmement, quelqu'un qui rentre dans un bar, je veux dire, est un peu désinhibé, la serveuse passe un peu trop proche, les gens font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Je veux dire, tout peut arriver. Les gens se mettent à risque à partir du moment qu'ils perdent le contrôle. Puis le message que j'essaie de dire, c'est arrêter de dire que tout va bien si vous ne prenez pas votre auto. Mais en même temps, dans le cas de la SAC, comme c'est un organisme qui est voué uniquement à l'automobile, eux, dans le fond, leur focus, c'est l'automobile. Oui, mais il faut dépasser ça parce que, en tant que piéton, si vous allez chez vous, vous ne prenez pas votre auto, vous marchez sur la route, vous risquez de tomber, vous risquez de glisser, vous risquez de traverser la rue au mauvais moment, vous risquez de vous faire tuer aussi. Dès qu'on perd le contrôle, on est à risque. C'était ça le message. Bon. Dans ce cas-ci aussi, où on a un piéton qui traverse la 35, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire au niveau physique, au niveau des lieux, où il n'y a pas grand-chose? Non, dans ce cas-ci, il y avait une autre problématique, c'était que l'individu avait été interpellé par un surveillant routier et que lui, parce qu'il y avait un autre appel ailleurs, est parti parce que lui, il n'a pas le droit d'embarquer quelqu'un dans son camion. Et moi, le message que je disais, bien, écoutez, lui, il est à risque, on est sûr qu'il est à risque. Il y en a peut-être un autre qui est à risque, mais il aurait dû envoyer quelqu'un d'autre ailleurs, puis lui rester ici avec cet individu-là qu'on était sûr qu'il était en état d'ébriété. S'il avait été resté, le camion était resté là avec ses gyrophares, au moins celui-là aurait été vivant. Je ne sais pas l'autre, mais au moins l'autre, quelqu'un d'autre aurait pu s'en occuper. Bon, ça fait quoi, 20-25 ans à peu près que vous êtes coroner? 27. 27 ans. Sur 27 ans de cas de coroner, et quand on recule peut-être sur des cas peut-être plus précis ou qui ont marqué l'actualité, avez-vous l'impression qu'il y a certaines recommandations que vous avez pu faire il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, qui ont finalement porté fruit? Est-ce qu'il y a des choses vraiment où vous sentez, là, vous avez pu faire une différence? Là, parce qu'ils ne vous écoutent pas toujours, là, malheureusement, mais dans les cas où ils vous écoutent, est-ce qu'il y en a? Moi, je pense que la 35, c'est une de ceux qui sont... Parce que j'ai fait beaucoup de recommandations sur la 35. À l'époque où il y avait le rang Saint-André puis Saint-Raphaël? Celui-là, ça avait été fait sur une autre chose, ça. Celui-là, c'était une de nos recommandations. Mais la construction de la 35 comme telle, même si on sait qu'elle était déjà prévue, lorsque le gouvernement a présenté le projet... OK, vous parlez du chemin des Patriotes, la 133. Non, je parle de la... Oui, c'est ça. Où il y avait beaucoup la 35 actuelle qui n'est pas encore finie, là. Oui, c'est ça. Et la dernière... la route à 3 voies. C'est ça. La dernière slide, la dernière photo, c'était ma conclusion. Si l'autoroute 35 eût été faite, la totalité des décès survenus en telle année ne serait pas arrivée. Parce que c'était tous des gens qui partaient d'un point A à un point B qui étaient loin. Ce n'étaient pas des gens locaux, là. Tous les accidents, c'est la petite fille là, qui part de Boston et puis qui cause un accident de 2 camions qui brûlent. Mais même dans ce coin-là, bon, il y avait évidemment la 133 qui est une route à 3 voies, dont à une certaine époque, dans la partie Saint-Athanas, la voie du milieu était une espèce de voie de dépassement pour les... Comme la 11 dans le Nord. Hein? C'est ça. Donc, il y avait beaucoup de face-à-face. Mais il y avait eu, pas très loin de là, aussi le réalignement du chemin Grande Ligne à Saint-Alexandre. À l'époque où les 2 courbes étaient à 90 degrés, je pense qu'il y avait 4 jeunes là, qui avaient perdu la vie. Oui, mais ça, c'était des jeunes qui n'avaient pas le permis de conduire, qui étaient en état d'ébriété. On avait quand même refait les courbes. Oui, c'est ça. On a fait les courbes, mais c'est dans le sens qu'il ne faut pas... Il y a plusieurs éléments dans un accident. Là. Dans ce cas-là, qu'on se rappelle, il y avait 4 jeunes qui étaient décédés, 5, je pense. Ouais. Puis le jeune avait pris, il n'y avait pas de permis de conduire, il avait pris l'auto, il était en état d'ébriété, les petites filles sont embarquées avec lui. C'était un peu dramatique, là. Donc, mais pour vous, l'élément, disons, marquant là,
de votre expérience de coroner en tant que recommandation qui a porté fruit pour vous, la 35 est un élément... La 35, puis aussi le canal à Saint-Jean où on a fait installer où il y avait un monsieur qui était décédé parce qu'il allait en bicyclette, puis avec sa pédale avait accroché le rebord. Le rebord de ciment était tombé à l'eau. Il n'y avait aucun escalier de secours, il n'y avait rien pour sortir. Les policiers sont jetés à l'eau, ils ont failli se noyer eux autres aussi. Et suite à cette recommandation-là, bien là, il y a eu le... Parc Canada a installé donc des échelles dans le canal. Et les barrières qui ont été faites. Ça, c'était quand même intéressant là, de savoir que ça a été fait suite à des recommandations de nous. Il y a déjà eu une recommandation aussi à l'égard des fameux cordons pour les stars. Oui, ça aussi. Est-ce que ça a porté fruit, ça? Oui, parce que maintenant, on ne fait plus des choses semblables. C'est que maintenant, il y a eu, selon les normes de Industrie Canada, il y a eu des manufacturiers, une façon différente de faire les cordes. Si les cordes sont installées, elles sont séparées, elles sont pas attachées, ou de plus en plus, il y a des bâtons plutôt que des cordons. Et ensuite, bien, il y a tout le côté éducation chez les femmes et chez les femmes ou les familles qui ont des nouveaux bébés. L'éducation de dire de ne jamais mettre le berceau à côté d'une fenêtre avec des choses comme ça. Bon, évidemment, sur une centaine de cas que vous investiguez par année, et forcément, les statistiques sont là pour le prouver, il y a beaucoup de cas de suicide. Oui, forcément, au Québec, la moyenne, c'est 3,5 par jour au Québec. Là. Il y en a 2200 par année. Donc, ici, dans la région, il y en a quelques-uns. Et puis, à chaque fois, il y a une enquête coroner? Tout le temps. La première cause de décès au Québec, ici. Qu'est-ce que ça donne de faire un rapport du coroner dans des cas de suicide qui, l'un et l'autre, peuvent finalement finir par se ressembler? En quoi pouvez-vous faire une différence dans ces dossiers? Je pense que toute personne qui part ne doit pas partir avec des secrets. Il faut que la société examine la situation pour essayer d'apprendre de ces cas-là. Il y a des choses qui sont faites quand même, et le fait d'en faire beaucoup, on finit à un moment donné par avoir une image générale. Bien, c'était ça un peu l'objet de ma question, parce que vous et vos collègues coroners, c'est combien de suicides par année au Québec? 1200. Donc, ça veut dire qu'il y a 1200 rapports qui, à chaque année, sortent sur les cas de suicide. C'est ça. Les rapports doivent finir par se ressembler, j'imagine. Oui, les rapports finissent par se ressembler, mais Et souvent, il y a d'autres institutions, le milieu scolaire, le milieu de l'éducation, évidemment, le milieu de la santé, qui regardent ces rapports-là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup de problèmes actuels, surtout c'est les questions de drogue, là, qui amènent des suicides beaucoup. C'est toujours l'ABC. L'ABC, c'est... on parle toujours de l'argent, la bière et l'histoire de cœur, mais dans le fond, c'est toujours l'inverse. C'est l'histoire de cœur, les histoires de bière, alcool, drogue, consommation, puis ensuite, l'argent, c'est le dernier en général, des 3 causes de décès. Mais c'est un problème de société? C'est un problème de société qui va augmenter, même chez les jeunes actuellement. On a beaucoup d'apparitions de schizophrénie avec les utilisations du cannabis, là, qu'on pense que certains gens pensent qu'il faut essayer récréatif, c'est pas dangereux. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui, à long terme, amènent des problèmes au point de vue cérébral, au point de vue estime de soi, au point de vue façon de penser. On a des problèmes de société. Ce qu'on a maintenant, c'est rien avec ce qui s'en vient dans 10 ans, 15 ans. À cause de l'augmentation. Vous appréhendez... Oui, parce que les baby boomers ont cette impression de dire que c'est pas grave, le cannabis, parce qu'on a pris quand on était jeune. Bon, c'est comme si on disait, quand on était jeune, on prenait de la bière en bas de chez nous. Mais si on prenait de la bière chez nous, puis on prenait de la 0,5, puis maintenant on prend de la 10, c'est plus la même bière. Fait que lui dit, ben non, moi j'ai pris de la bière chez nous, puis regarde, je suis un professionnel ou j'ai bien réussi. Mais dans le fond, pour se donner bonne conscience, on dit, c'est pas grave, ils peuvent faire la même chose, ils vont être corrects. Mais ils prennent plus de la 0,5, là, ils prennent de la 10 ou de la 8. Ça fait que c'est plus du tout la même chose. On n'est pas dans la même game, pantoute. Bon, évidemment, je sais, bon, il y a d'autres, parce que c'est perpétuel, vous étudiez d'autres cas. Un autre cas très médiatisé, dont votre rapport n'est toujours pas connu, c'est le décès de Maxime Trépanier, ce pilote de montgolfière qui a perdu la vie du côté de Saint-Grégoire. À quelle étape êtes-vous rendu dans ce dossier-là? Mon dossier est terminé, j'attends juste le dossier du ministère des Transports fédéral. Parce que là, il y avait vous qui enquêtait comme coroner, la Sûreté du Québec, Transport Canada? Transport Canada. Moi, ce que j'attends, c'est Transport Canada. Parce que tout le monde travaille pour moi, là. Tout le monde travaille dans son domaine. Mais à la fin, le chef d'orchestre... C'est vous qui ramassez le tout? Ah oui, parce que je suis celui qui va donner le rapport public. Parce qu'un rapport du coroner au Québec, c'est public.
vous avez accès à tous les cas de coroner du Québec. Là. Si vous faites la demande, c'est pertinent. On va Donc, vous la donner. Sûreté du Québec a terminé la sienne. Oui, moi, j'ai fini la mienne. Vous avez fini votre bout à vous. Ouais, Il c'est reste ça. Transport Canada. Ouais. Et ça, vous attendez ça dans quel délai? Bien, c'est Transport Canada, c'est qu'ils ont eu beaucoup de problèmes récents avec c'est les mêmes qui vont enquêter sur les trains puis tout ça. Là. Ça fait qu'à un moment donné... Ça, c'est le BST, dans le fond. Oui, c'est ça. Et ça pourrait venir dans quelques semaines, voire dans quelques mois. Bon, je pense que dans quelques mois, ça devrait sortir, parce qu'une fois qu'il va être sorti, j'attends... C'est des choses techniques que j'attends, là, c'est sûr, parce que... Pour vous aider à compléter votre propre rapport? Oui, parce que moi, je peux le remplir juste quand tout est fait, là, parce qu'une fois que j'ai fini, on revient. Vous avez pas une trame de fond, mais il vous manque ça, certains c'est éléments ça. techniques qui vont venir du BST. Ouais, j'ai tout, là, j'ai les vidéos, j'ai tout, là, tout est... Et là, après ça, vous allez pouvoir donc envoyer votre rapport à Québec. Par la suite, il sera rendu public, puis probablement, évidemment, qu'on va se reparler à ce moment-là pour voir un peu ce qu'il y en est. Est-ce qu'il y a d'autres cas sur lesquels vous enquêtez en ce moment? Il y en a un que j'ai enquêté récemment, là, que j'ai fait une investigation. C'était dans une courbe de la 35, entre le boulevard du Séminaire et le boulevard Pierre-Caisse. Il y a une dame qui, l'hiver, avait glissé sur la route, puis elle avait traversé le terre-plein et est allée frapper une auto en sens inverse, elle avait perdu la vie. Et la recommandation que j'avais faite, c'est de lieu de mettre nécessairement des glissières le long de l'autoroute, c'est de mettre dans le milieu du terre-plein des câbles de rétention, comme il se fait de plus en plus aux États-Unis. Parce que si vous êtes sur la glace et puis vous frappez une glissière, bien là, vous jouez au Mississippi, là, puis tout le monde vous rentre dedans. Ouais. Tandis, et l'important, c'est que si vous allez vers le terre-plein, l'important, c'est pas de traverser l'autre côté. Mais au moins, si vous rentrez dans le terre-plein, même si vous allez en faire des dommages à votre auto, au moins, vous ne mourrez pas, vous ne tuerez pas personne. Ça, c'est... D'ailleurs, quand on va entre Québec et le Saguenay, il y a des parties de route qui ont commencé à installer ces choses-là. 27 ans de coroner, vous allez faire ça encore combien d'années? Moi, je suis toujours en retard. Quand ça va être le temps de prendre ma retraite, je vais être en retard aussi. C'est que je vais être encore là, probablement. Peut-être que vous allez oublier de prendre votre retraite aussi, je ne sais pas. C'est pas prévu pour le moment, non? Donc, pas de retraite à l'horizon, ni comme médecin, ni comme coroner? Non, pour moi, le coroner, c'est une passion d'aider le monde. Les gens ne savent pas comment on peut les aider parce qu'il y a des gens qui vivent aujourd'hui parce qu'on a agi. Puis ça, c'est juste nous qui le savons, mais ça fait partie de la raison pour laquelle on travaille. Je présume que vous devez aussi être attentif aux recommandations de vos autres collègues dans d'autres cas qui pourraient même se répéter ici. Là. Oui, effectivement, nous, on est au courant. Et puis, lorsque on a quand même un bon bureau de recommandations à Québec, là, avec quelqu'un qui est assez bien structuré, là, qui est un PhD d'ailleurs. Puis quand on a un cas, souvent, on va se référer à lui. Est-ce qu'il y a d'autres cas qui ont été faits? Fait qu'on a déjà toute la documentation parce que souvent, le coroner son importance, c'est la répétition. C'est juste quand on répète des choses qu'à un moment donné, ils vont dire « Ouais, c'est vrai, on aurait pu faire ça. » Des fois, on voit ça dans l'actualité. On dit « Bien là, sur 10 ans, il y a 3 coroners qui ont dit la même affaire. » Puis il ne s'est toujours rien passé. Donc là, effectivement. Puis il y a des choses qui sont simples, il y a des choses qui ne coûtent pas cher, il y a des choses qui peuvent être modifiées facilement, puis il y a des choses qui sont modifiables difficilement, là. Mais c'est la répétition, c'est la répétition. Comme celle d'avoir des climatiseurs ou des plans d'urgence dans les centres pour personnes âgées, oui, pour éviter les coups de chaleur. Oui, comme par exemple des recommandations d'avoir des défibrillateurs aux douanes. J'ai déjà eu des décès, j'ai fait des recommandations. S'il y a un endroit qu'on est des honnêtes gens, puis qu'on arrive aux douanes, on a l'impression qu'on est bandit. Ouais. Alors, quelqu'un qui fait un infarctus là, aux douanes, il n'y a pas de défibrillateur. Vous allez aux États-Unis, dans un aéroport, il y a un défibrillateur à tous les 250 pieds. Et il n'y en a pas aux douanes. Il n'y en a pas aux douanes aussi. C'est pas normal. Ils vont dire, bien, allez, ils vont en avoir un, supposons, les ambulanciers ou les premiers répondants, mais là, ils ne sont pas là. S'il y a un endroit qui en faut un, c'est bien aux douanes. Et ça, vous l'avez déjà recommandé, ça? Oui, ça a été fait la recommandation. Mais ça n'a pas été appliqué encore? Pas encore. On va attendre un prochain décès, peut-être, là. Docteur Dandavido, merci beaucoup. Merci. Plaisir. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien.
dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne. Le magazine en ligne Complicité et le guide loisirs 2015 donc sont maintenant disponibles. Vous savez qu'il existe également des versions imprimées, mais vous devez vous les procurer dans les établissements municipaux. Sinon, vous allez sur le site web de la Ville, vous pouvez le télécharger, je pense, en format PDF probablement ou quelque chose comme ça. Donc, en même temps, ça peut vous servir à toutes sortes d'utilités, pour le guide loisirs évidemment, mais également, c'est un outil de communication de la part de la Ville. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de Ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire. L'émission se retrouve également sur notre site Internet. À chaque premier et troisième lundi du mois, on fait la captation du conseil et on vous présente bien sûr des extraits dans les semaines suivantes. Télébingo, il y a 3 500 $ en prix à chaque semaine, à chaque dimanche matin, 9h30 en direct, câble 9. La carte pleine est à 2 000. 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Il y en a partout sur le territoire que l'on diffuse au Richelieu-Rouville, mais également ça englobe une partie de Farnham, également le secteur Chambly-Carignan, le nord de Rougemont, Saint-Césaire, Saint-Paul-de-Botsford, également Saint-Mathias. Et pour connaître la liste, tvhr9.com ou 358-1912. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre directement par courriel. Éric Latour à commercial tvhr9.com. Visitez le site Internet. Également, cliquez j'aime sur notre page Facebook. Et presque à chaque jour, on vous donne les liens directement pour aller voir ou revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. On est en format YouTube, donc disponible pour vos appareils Apple. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.